Pendant un mois, on s'est demandé qui portait l'économie sociale et solidaire au sein du gouvernement Attal et qui porte aussi la vie associative, parce qu'aucun ministre ou secrétaire d'État n'avait ces mentions dans l'intitulé de ses fonctions. Et puis, la semaine dernière, un communiqué de presse annonçait que la ministre Olivia Grégoire gardait bien l'économie sociale et solidaire dans son portefeuille. Et ce qu'on savait déjà juste avant ça, c'est que nous avons un délégué ministériel en charge de l'économie sociale et solidaire. Il est avec nous et il est l'invité de Mediatico cette semaine. Bonjour Maxime Baduel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes rattaché à Olivia Grégoire, qui est ministre déléguée en charge des PME, de l'artisanat, du commerce, de l'hôtellerie, de la consommation, bref, et de l'économie sociale et des solidaire. Des entreprises du tourisme et de la consommation, finalement. Voilà. Vous êtes aussi rattaché, du coup, à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances à Bercy. Mais qui est en charge de la vie associative au sein du gouvernement de Gabriel Attal? Écoutez, merci Frédéric pour votre question. Alors déjà, commencez par répondre sur l'ESS. C'est vrai que pendant un mois, nous étions dans l'attente de la finalisation du gouvernement. Sachez que le grand acte politique fort qui a été pris il y a quelques mois, c'est la création de cette délégation. Donc, je suis en charge en tant que délégué ministériel à l'ESS, qui est rattaché directement au ministre de l'économie ou à une ministre déléguée en charge de l'économie sociale et solidaire pour porter durablement dans le gouvernement la politique publique de l'ESS. Donc ce montage va rester et est amené à perdurer avec l'appui administratif de la Direction générale du Trésor, ce qui nous fait environ une quinzaine d'agents concentrés sur les problématiques de l'ESS. On va y venir à vos moyens d'action, mais sur la vie associative. Bien sûr. Alors, sur la vie associative, à l'heure qu'il est, moi, je ne peux pas vous répondre puisque nous sommes encore en attente des décrets d'attribution. Donc, je vais laisser la primeur au Premier ministre. On attend encore à cette heure qui au gouvernement va représenter 1,5 million d'associations françaises. Alors, certains changements ont été opérés. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que la vie associative, elle est portée dans la durée par des administrations, par des représentants politiques en tant que délégué ministériel à l'ESS, bien évidemment, que je rencontre et que je parle quotidiennement avec le mouvement associatif, que j'écoute leurs doléances, que je réponds à leurs problématiques, d'autant plus quand ils touchent les modèles économiques des associations employeuses. Et d'ailleurs, pour apporter des solutions dans la durée, on a monté une cellule régulière avec la JEBVA, qui s'occupe de la vie associative. Qu'est-ce que c'est que la JEBVA ? C'est la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui est menée par Thibaut de Saint-Paul et qui est l'administration qui porte la politique publique de la vie associative. On a renforcé nos liens entre cette administration et Bercy pour apporter toujours plus de réponses, que ce soit à l'échelle nationale, aux politiques publiques, mais aussi en local. Parce qu'on pourra y revenir, l'ESS est fortement territorialisé et les dispositifs locaux aussi, il faut les rendre plus lisibles. Donc l'administration est là, l'intitulé ministériel très symbolique, mais les symboles disent beaucoup. L'intitulé ministériel n'est pas encore là. On va essayer de comprendre, vous, Maxime Baduel, ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, quelle est votre vision pour l'économie sociale et solidaire en France, et puis on ira voir aussi du côté européen. Mais d'abord, on va faire un petit détour sur votre parcours. Alors, vous avez 33 ans. Oui. Vous êtes plus jeune que Gabriel Attal, qui est le plus jeune Premier ministre que la France ait connu. Vous avez déjà plusieurs expériences du gouvernement, avec Christophe Ithier en 2019, qui était haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, chez Olivia Grégoire en 2020 et 2021. Il y a 10 ans, vous avez aussi travaillé dans le secteur public et dans le secteur privé, SNCF, Société Générale. Donc c'est intéressant parce que vous avez un regard à la fois sur l'économie sociale et solidaire et sur les entreprises classiques. Et puis vous êtes aussi entrepreneur. Parce que vous avez fondé votre cabinet de conseil dans la transformation durable des organisations. Les organisations, ça veut dire les entreprises, les associations, les collectivités. Exactement. Et puis, pour finir sur votre parcours, avant d'être délégué ministériel à l'ESS, vous étiez le directeur général de SNL, Solidarité Nouvelle pour le logement. C'est une association qui gère 1300 logements en Île-de-France pour loger des personnes en grande précarité. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Maxime Baduel, dans ce parcours de 10 ans que j'ai résumé en 30 secondes ? Merci déjà pour ce résumé. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des choses qui me rendent plus fier. Mon parcours, il est porté par des engagements personnels qui viennent à la fois d'une histoire familiale, d'une histoire territoriale.
d'un gamin qui vient de la ruralité et qui a envie justement de jouer des coudes pour exister, pour lutter contre le déterminisme social. Quel est votre territoire d'origine ? La frontière entre la Haute-Garonne et le Gers. Donc je Très vous bien. invite à aller voir ce petit village qui s'appelle Merville. Parfait, très bien. Et donc là, vous vous dites, les racines de votre engagement, donc c'est dans l'enfance, vous vous apercevez qu'en fait, le monde bouge autour de vous et que vous avez envie d'y prendre votre part. Oui, on se rend compte que finalement, quand on grandit, où on est peut-être un petit peu sensible au moment de l'adolescence, du début de l'âge adulte, qu'en fait, finalement, on a presque l'impression que les choses sont figées. Soit on est né du bon côté, soit il faut se bagarrer parce qu'on n'est pas né du bon côté. Et c'est en ça que je parlais de déterminisme social. Et je pense que les acteurs de l'ESS ont toujours apporté des réponses à ces problématiques sociales ou à des problématiques de société. Mais donc vous êtes en train de dire que vous n'étiez pas du bon côté, c'est ça ? Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on revienne sur mon histoire familiale. Non, mais vous avez un joli parcours quand même, Oui. 10 ans de parcours que je viens de résumer. Et effectivement, c'est intéressant de comprendre d'où vous venez et comment vous arrivez là en un laps de temps relativement court. Il faut dire que je ne viens pas d'un écosystème parisien défini, de grandes élites. Voilà, si on devait juste résumer. Tout est bien résumé. Tout est bien résumé. Après, je viens aussi d'une famille qui m'a ouvert les yeux sur énormément de valeurs, sur une famille qui m'a ouvert les yeux sur la solidarité, sur le lien qu'on peut entretenir. Et finalement, si vous voulez, toutes ces valeurs qui sont communiquées, finalement, elles convergent vers un concept qu'on pourrait appeler l'économie sociale et solidaire, qu'il soit dans les entreprises classiques, parce qu'on va parler de la valeur du travail, on va parler de la place des salariés dans la gouvernance, dans le partage de la valeur, que ce soit aussi dans les structures plus classiques de l'ESS et plus récemment dans des structures associatives comme Solidarité Nouvelle pour le Logement, qui mènent un travail exemplaire, que ce soit par les bénévoles ou les salariés, qui méritent d'exister. Et ça, c'est mon job. Et il faut faire tout pour qu'elles soient plus visibles et qu'elles puissent se développer et lever tous les freins à leur développement. Alors dites-nous, vous avez ce triple regard, à la fois sur les associations, sur les entreprises et sur la puissance publique. Avec ce triple regard, dites-nous quelle est votre vision de l'économie sociale et solidaire et peut-être votre vision pour l'économie sociale et solidaire. Alors je pense que l'économie sociale et solidaire, elle est présente partout, mais on ne la voit pas assez. Voilà. Alors ça, tous les acteurs de l'ESS sont d'accord. Eh bien super, comme ça fera un bon consensus. Quand on dit elle est partout, c'est parce qu'en fait, il faudrait regarder dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on enlève l'ESS, on se rend compte en fait des énormes trous qu'on créerait dans notre République, c'est-à-dire de la dissolution du lien, parfois de la dissolution des petits bouts d'intérêt général ou des petits bouts de services publics qu'on pourrait créer par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et on se rend compte aussi finalement que l'ESS, elle apporte des solutions par les citoyens, pour les citoyens, en repoussant les limites de ce qu'on considère être l'économie, la justice dans l'économie. Alors dites-nous, si on voulait s'amuser à ce petit jeu, on retire les briques de l'ESS. Quelles sont les briques qu'on retire du mur ? On retire tout. Non, la France est une grande république qui tient debout. Évidemment, et on a des services publics très performants, on a des services publics qui font beaucoup, mais on a des services publics qui ne peuvent pas tout. Et c'est pour ça que l'ESS a toujours travaillé avec ces services publics pour soit apporter des solutions à des besoins mal couverts, à des bénéficiaires qui sortaient un petit peu du radar, et parce que aussi l'économie sociale et solidaire, elle est particulièrement vitale pour notre démocratie, parce qu'en fait, elle crée de l'engagement, elle crée de la démocratie. Quels sont les services, selon vous, pour lesquels l'ESS est absolument indispensable aujourd'hui en France ? Je vais vous dire le mal logement parce que je travaille là-dedans. Donc, c'est évident que je vais vous dire ça. Je pourrais vous dire quoi ? Le mentorat. Enfin, je ne peux pas en faire une liste parce que forcément, vous savez, c'est comme quand on fait des merci au Festival de Cannes, on oublie toujours quelqu'un. Donc, je ne vais pas faire une liste de secteurs. Vous pourriez nous donner votre palmarès des 3 premiers secteurs les plus importants à vos yeux. Et bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de se reconnaître au travers de vos yeux. Mais pour vous, donc le mal logement. Le mal logement, c'est particulièrement essentiel puisque en fait, finalement, le logement, c'est peut-être un des premiers biens communs. Le logement, c'est peut-être un des premiers besoins fondamentaux, vitaux de chacun. Il y a la lutte contre la précarité alimentaire, par exemple. Il y a l'insertion par le travail. Il y a l'accès aux droits. Enfin, en fait, je ne pourrais pas en faire une liste parce que vous voyez, plus on avance, plus on se rend compte en fait, finalement que l'ESS a apporté des solutions sur toute la ligne. Alors, qu'est-ce que vous voulez
en faire de cette économie sociale et solidaire, puisque vous êtes délégué ministériel à l'ESS et que vous avez entre les mains des manettes pour actionner, pour conduire, accompagner des politiques publiques, la politique publique de l'ESS. Alors, la feuille de route que nous portons à l'échelle du gouvernement s'appuie sur 3 piliers. Les territoires, les modes d'entreprendre, le financement. C'est finalement assez classique. Quand on va parler du territoire, c'est le fait de dire que en fait, l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie planifiée, c'est une économie plurielle qui se développe à l'échelle des territoires, on l'a dit, par les citoyens, pour les citoyens, dans la richesse et la diversité des modes d'action locales. Ça veut dire qu'en fait, il faut consolider l'approche territoriale, que ce soit par des services déconcentrés de l'État particulièrement performants, outillés, qui peuvent mettre du temps sur ces sujets. Ça veut dire renforcer les dispositifs comme les pôles territoriaux de coopération économique, où nous souhaitons sanctuariser 2,5 millions par an dans la durée sur cette politique publique. Et ça veut dire aussi, et peut-être que nous y reviendrons, renforcer le pouvoir, les ressources, les compétences des chambres régionales de l'ESS qui font aujourd'hui beaucoup plus que ce qui est prévu par la loi, qui sont un relais essentiel des structures de l'économie sociale et solidaire en local. Il faut arriver à bien mailler tout ça, il faut arriver à bien organiser tout ça et il faut donner aussi beaucoup de moyens à l'ESS territorial. Alors parlons tout de suite du budget des CRES, des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui sont dans toutes les régions françaises. Quels sont les moyens que vous souhaitez affecter aux CRES ? Alors, et pour remplir quelle mission ? Pour remplir quelle mission ? Ça, c'est la question que nous allons nous poser. Nous allons lancer une mission publique à Bercy sur les chambres régionales de l'ESS pour poursuivre les travaux particulièrement intéressants qui ont été menés par ESS France sur la notion d'accueil, information, orientation des chambres régionales de l'ESS. Donc moi, j'ai envie de me reposer aussi sur l'analyse de mon administration. J'ai envie de comprendre aussi les liens qu'on pourrait faire avec les réseaux consulaires. C'est combien ? Donc les réseaux consulaires, ça veut dire les chambres de commerce, les chambres de l'artisanat, Exactement. Les chambres de l'agriculture. On est juste avant le salon de l'agriculture. C'est intéressant de comprendre qu'il peut y avoir des passerelles entre l'ESS et le... Enfin, c'est pas qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des passerelles entre l'ESS et le monde agricole. Vous y serez sur quel stand ou sur quel Les parcours ? coopératives de matériel agricole, donc les CUMA, et puis aussi sur la coopération agricole. D'accord. Alors revenons sur le budget des chambres régionales de l'ESS. C'est combien aujourd'hui le budget des CRES ? Et vous voudriez le porter à combien ? Parlons de chiffres. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de vous donner le budget des CRES, parce qu'aujourd'hui, quand on va regarder, le budget, il est multiple. Il y a la place de l'État et il y a la place des collectivités territoriales. Il est extrêmement différencié, en fait, en fonction des CRES. Et j'ai envie de vous dire, le chiffre, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de s'accorder sur les missions régaliennes des CRES. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire, finalement, quelles sont les missions presque de délégation de services publics que les CRES remplissent pour le compte de l'État, pour le compte de notre politique publique de l'ESS, et comment est-ce qu'on les finance par les budgets de l'État ou par des dispositifs de l'État. C'est ça qui est important, et encore une fois, il faut qu'on arrive, et on fait le tour de France de toutes ces CRES, pour arriver à comprendre sur le terrain ce qu'elles font, leur interaction, renforcer leur présence, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'en fait, elles n'ont été pas assez visibles ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut renforcer leur présence dans les réseaux de chambres consulaires, il faut renforcer leur présence avec des agences de l'État, que ce soit parfois qu'on va se concentrer sur la santé, les ARS, sur la transition écologique, l'ADEME, pour leur donner toute leur place parce qu'elles sont exemplaires et qu'elles méritent d'être mieux accompagnées, mieux outillées, mieux financées. Ça suppose de l'argent. Sauf que Bruno Le Maire vient d'annoncer un plan d'économie assez massif, plan d'économie budgétaire important à cause du ralentissement de la prévision de croissance à 1% pour 2024. L'État va donc faire 10 milliards d'euros d'économies sur ses dépenses, dont 5 milliards d'euros dans les ministères eux-mêmes, y compris le vôtre, à Bercy. Est-ce que l'ESS va faire les frais de ce plan d'économie ? Alors aujourd'hui, c'est trop tôt pour vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des discussions aussi bien à l'échelle du ministère de l'économie que à l'échelle du gouvernement sur comment réfléchir à ces réductions de coûts publics. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément que des réponses qui entraîneraient de la dépense publique pour l'ESS.
Bien entendu qu'il faut réfléchir à renforcer les moyens de l'ESS, donc il va falloir réfléchir à les rationaliser au regard d'une bonne compréhension de l'ESS et peut-être même au regard d'un renforcement de la statistique publique sur l'ESS, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites sans coût pour les pouvoirs publics. Je pense notamment à la réflexion sur les subventions, sur le soutien aux associations, ce que l'on permet aussi par des circulaires comme la circulaire du Premier ministre en 2015, Valls, qui avait permis aussi de remettre la lumière sur le mode de soutien des associations, sur la subvention, sur ce qu'elle permet aussi pour la trésorerie des associations. Et puis il y a aussi le renforcement du partage de la valeur, aussi bien que de la gouvernance, dans les entreprises. Et ça, permettre justement d'aller vers des modes de partage de la valeur un petit peu plus justes, ça aussi, ça ne coûte pas grand-chose pour les pouvoirs publics et je pense que ça renforce le sentiment d'appartenance des salariés dans le travail. Alors Maxime Baduel, vous êtes placé à Bercy, ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire saluent, mais vous n'avez pas de fonction interministérielle, donc de transversalité entre différents ministères, comme l'avait avant vous, il y a quelques années maintenant, Hugues Sibyl sous Lionel Jospin, ou comme l'avait le haut-commissaire à l'ESS Christophe Ithier sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Quels sont vos moyens d'action à vous, au gouvernement ? Alors, déjà, pour clarifier un petit peu ce portage, parce que c'est vrai que le droit administratif regorge de notions et de termes qui peuvent parfois paraître un petit peu obscurs. Délégué ministériel, cela ne veut pas dire délégué pas interministériel. Délégué ministériel, cela veut dire délégué d'un ministre. Il est malin. Et oui. Il va rentrer dans tous les ministères quand même, Maxime Baduel. Je vais rentrer d'ailleurs au ministère des Solidarités, puisque si vous lisez le décret, c'est interministériel, puisque c'est porté par l'administration de Bercy, la direction générale du Trésor, mais aussi la direction générale de la cohésion sociale. Et finalement, je vais vous dire, l'ESS, elle est interministérielle parce qu'elle est présente dans tous les ministères, dans toutes les politiques publiques. Concrètement, vous avez combien de personnes qui peuvent travailler avec vous pour porter la politique publique de l'ESS ? Aujourd'hui, à Bercy, on est environ une quinzaine, ce qui n'a jamais été vu. Vous pouvez demander depuis... Mais il y a un plan d'économie en cours. Ah, mais ça ne touchera pas les effectifs. D'accord. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça le mérite. Ce sont 15 personnes qui vous sont rattachées directement ? Oui. D'accord. Mais qui travaillent aussi pour d'autres fonctions au sein du ministère à la DG Trésor. En fait, la délégation ministérielle à l'ESS est forte de 4 personnes, une dizaine de personnes à la direction générale du Trésor, donc dans un pôle dédié, un pôle économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, vous avez des personnes ressources autour de vous pour rédiger un décret, un projet de loi. Exactement. Et pour vous accompagner sur la réalisation de la politique publique que vous voulez mener. Et on est particulièrement bien outillés parce qu'on a aussi bien des agents qui vont gérer des dispositifs que des agents qui vont conduire les réformes de l'État par des réflexions législatives, réglementaires, des décrets comme vous le dites Frédéric, etc. Alors votre rôle, c'est donc de déployer la politique publique de l'ESS. C'est vous-même qui l'exprimez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, déployer ? D'une part, alors quelle est son ampleur à ce déploiement ? Et la politique publique de l'ESS, c'est très flou en fait comme concept. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Donc on le disait, les territoires, les modes d'entreprendre, le financement. Donc c'est votre feuille de route. C'est la feuille de route. C'est la feuille de route. Les territoires, on en a parlé, les PTCE, les chambres régionales de l'ESS, les services déconcentrés de l'État. Les modes d'entreprendre, c'est réfléchir en fait au regard des 10 ans de la loi de 2014. On pourra d'ailleurs en faire le bilan et se projeter si vous en êtes d'accord. Ça veut dire réfléchir à ces modes d'entreprendre. Je pense notamment aux modes coopératifs qui ont été particulièrement développés, sollicités sur les 10 dernières années. Je pense notamment aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, coopératives d'activité et d'emploi. Je pense aussi à l'agrément ESUS, qui pour le coup, c'est peut-être pas développé aussi bien qu'on l'aurait voulu. Voilà. Et puis après, l'accès au financement. L'accès au financement, c'est aussi bien renforcer la finance solidaire, mobiliser les banques publiques, que flécher mieux les fonds européens vers les acteurs de l'ESS. Donc vous voyez l'ESS comme une économie politique finalement ? Oui. En décidant, en affirmant que c'est une politique publique de l'ESS que vous mettez en œuvre, ça devient donc une économie politique. Exactement. Alors, je ne veux pas partir trop dans la théorie, mais je pense qu'on pourrait citer rapidement Karl Polanyi, si vous voulez. Allons-y. Cet économiste. Cet économiste. Mais c'est lui qui en parle le mieux. L'ESS, c'est finalement réencastrer
l'économie dans la politique, réencastrer l'économie dans la société. Donc c'est une économie politique, pourquoi? Parce qu'elle donne du sens, parce qu'elle donne un horizon. Mais quelle est la place de la puissance publique dans cette économie-là? Quelle est la place, à côté de la puissance publique, des acteurs de cette économie qui, pour beaucoup, sont des entrepreneurs et qui ont donc une volonté d'indépendance? Comment est-ce que tout ça s'articule? Il faut permettre cette indépendance, permettre cette auto-organisation. C'est ça aussi le rôle de l'État. C'est se dire que finalement, l'État ne planifie pas une économie, puisque l'ESS, par nature, elle est plurielle, on l'a dit, elle est ancrée dans les territoires, elle est diverse, elle se développe par elle-même et par son engagement, par ses citoyens, par ses acteurs. Et finalement, c'est en ça que c'est une économie politique. Elle évolue avec la société et elle crée aussi un rapport de force avec le marché qui est particulièrement utile. Alors, c'est une économie politique qui s'appuie sur des acteurs de terrain qui sont très jaloux de leur indépendance d'action, ce qu'on comprendra très bien. Sauf que concrètement, on reproche quand même beaucoup à la puissance publique d'avoir transformé la logique des subventions en logique d'appel à projet. Le secteur de l'ESS est aussi extrêmement méfiant à l'égard des contrats à impact social qui font entrer le financement privé dans des projets d'intérêt général. Et donc les associations, finalement, elles doivent répondre à des projets de la puissance publique ou à des investisseurs privés pour obtenir des financements. Et on a quand même l'impression qu'il n'y a plus d'espace possible pour les expérimentations locales qui s'expriment sur le terrain. Comment est-ce que vous regardez, vous, ces différentes logiques de financement? Alors, déjà, je tiens à dire que le contrat impact n'est pas le sacro-saint du financement de l'ESS, déjà. D'accord, donc c'est un outil. C'est un petit recul dans votre prise de position. Alors, ce n'est pas un recul du tout. Ce n'est pas un recul du tout. C'est le fait de dire que le contrat à impact, c'est un mode de financement de l'innovation sociale, de développement, de passage à l'échelle d'acteurs de l'ESS qui ont déjà des capacités, qui ont déjà prouvé des choses. Mais si on reste ancré sur le fait que le contrat à impact doit être le mode de financement principal du développement de l'ESS, on recule parce que pour moi, il faut renforcer le rôle des banques publiques, de la Banque des territoires, de la BPI, pour soutenir le financement des acteurs de l'ESS aux différents stades. Ça fait une dizaine d'années que ces contrats à impact social existent en France. Il y en a une trentaine seulement qui ont été signés. 70 millions d'euros à peu près, oui. Voilà, c'est quand même pas beaucoup. Donc, je comprends très bien l'envie d'avoir expérimenté ces contrats, mais aujourd'hui, les associations disent « Mais pourquoi vous ne réhabilitez pas le modèle de la subvention publique au lieu de passer par un financeur privé qu'en plus vous allez devoir rémunérer pour sa prise de risque ?» Bien sûr. Alors, encore une fois, le contrat impact vise à répondre à des problématiques de passage à l'échelle, financement d'innovation sociale. Voilà. Et ça, la subvention ne permettrait pas de le faire. Ça, la subvention peut le permettre, mais peut-être pas dans une échelle aussi risquée que développer un nouveau mode d'entreprendre ou s'implanter dans un territoire où on n'est pas encore présent. Sur la subvention, il y a une réflexion qui est plus large à mener. J'en parle d'ailleurs avec le mouvement associatif, ils pourront vous le dire. Il y a une mission d'ailleurs au Conseil économique et social et environnemental sur le financement des associations. J'ai participé à cette mission. Je vous parlais de la circulaire Premier ministre qu'il faudrait réhabiliter. Je pense qu'il y a un faisceau d'outils. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on réfléchisse aux difficultés que les associations rencontrent dans leur mode de financement et qu'on puisse apporter des réponses et des clarifications sur leurs outils de financement. Et je peux même vous le dire, il y a encore quelques mois en tant que dirigeant associatif, j'étais le premier à le demander, bien évidemment. Ben justement, vous avez l'expérience. Du coup, quel est le chemin qu'il vous semble évident à prendre? Alors, quand on veut réfléchir au modèle économique des associations, il y a deux axes qui peuvent être d'ailleurs complémentaires. Il y a la subvention, le financement, le renforcement de la trésorerie, et il y a les charges. Et quand on parle des charges, une des principales, c'est par exemple la taxe sur les salaires. Donc menons une grande réflexion sur la taxe sur les salaires pour la diminuer de façon importante. Donc ça, il faut en parler, il faut arriver à trouver une position qui fasse consensus à l'échelle du gouvernement. Et puis après, sur le renforcement du financement, ça veut dire réfléchir à la subvention, ce qu'elle permet, et peut-être autoriser ce qu'on avait appelé à un moment un excédent raisonnable pour renforcer un petit peu la trésorerie, parce que c'est difficile en ce moment pour les associations, et je peux parler aussi pour mon ancienne association qui va très bien, je vous en remercie, mais si vous voulez, la trésorerie fond, parce que c'est de plus en plus compliqué. Chez toutes les associations, enfin beaucoup d'associations, effectivement, la trésorerie fond. Je reviens sur la taxe sur les salaires.
Donc vous seriez favorable, vous, à une réduction de la taxe sur les salaires. Oui. Pour qui? Pour les associations? Pour les associations. Pour les coopératives? Pour les associations, en premier lieu, c'est celles qui aujourd'hui sont, je pense, en plus grande difficulté de modèle économique, de financement. Et je pense que ce serait aussi quelque chose, preuve de justice sociale aussi, leur rendre. Avec des différences selon la taille des associations, selon leur masse salariale, selon leur budget annuel? Là, on rentre déjà dans le concret. Bien sûr. Bien évidemment. Aujourd'hui, tout est ouvert. C'est pour ça qu'il faut en parler avec le mouvement associatif, avec ESS France également, bien évidemment. Mais il faut arriver à comprendre, en fait, ce qui nous sera permis, parce que vous avez parlé d'une réduction des dépenses publiques, bien évidemment. Donc, j'en parlerai avec mes 2 ministres de tutelle. Et puis, arriver à trouver des solutions pour les associations. Et encore une fois, je le dirai toujours, peut-être que l'État ne pourra pas tout, d'ailleurs même l'État ne pourra pas tout, pour corriger. Mais par contre, ce que l'État doit, sa responsabilité, c'est de permettre la réflexion, c'est de permettre de montrer les difficultés le plus tôt possible pour réfléchir à des solutions. C'est ça la responsabilité, c'est ça mon job en tant que délégué ministériel. Dans votre rôle, Maxime Baduel, il n'y a pas seulement le déploiement de la politique publique de l'ESS, il y a aussi son évaluation. Oui. Alors, évaluation par exemple de ce que fait SNL pour le logement des plus démunis, évaluation de ce que fait Territoire zéro chômeur de longue durée pour les exclus du monde du travail. Votre rôle, c'est aussi d'évaluer ces expérimentations? Bien sûr. Et alors, vous le faites comment? Alors, vous allez le faire comment? Parce que vous êtes en fonction depuis peu de temps. Oui. Alors, je pense que déjà, on manque cruellement de statistiques publiques sur l'ESS. Ça, tout le monde vous le dira. Il y a la réflexion d'un compte satellite à l'INSEE depuis trop longtemps. Donc, j'en ai parlé encore récemment avec les services de l'INSEE. Vous voulez dire depuis une trentaine d'années? Oh, peut-être pas une trentaine d'années, mais un peu moins de... Bref, on va pas mettre de chiffres. Ça nous aiderait pas. Ça nous aiderait pas dans cette réflexion. Quoi qu'il en soit, on s'en est rendu compte pendant le Covid. À l'époque, je me rappelle avoir parlé avec toutes les têtes de réseau pour dire, en fait, on veut créer des dispositifs, on veut apporter des solutions de financement pour les structures de l'ESS, mais on manque de données. On manque de prise de recul sur les problématiques. Donc, on est toujours lié à soit une structure qui va faire parler beaucoup d'elle en mettant la lumière sur ses problèmes à elle, et parfois sur ce que les têtes de réseau vont pouvoir remonter en consolidant, en fait, si vous voulez, tous les besoins. Mais il n'y a pas de regard public là-dessus. Et ça, c'est vraiment préjudiciable pour notre politique publique. Ça veut dire que dans les prochains mois, il faut qu'on arrive à boucler ce compte satellite de l'INSEE. Il faut qu'on arrive à avoir de la donnée publique sur l'ESS. Parce que ça pourra montrer sa valeur ajoutée et ça permettra de montrer aussi ses besoins. Et je vais vous dire un truc. Quand on parle de diminuer des dépenses publiques, quand on parle de reconcentrer l'État sur ce qu'il compte. Si on montre clairement l'ESS, sa valeur ajoutée, ses besoins, c'est indiscutable. Dimanche, Bruno Le Maire a dit, en présentant son plan de 10 milliards d'euros d'économie, il a dit on ne va pas couper tous les budgets de tous les côtés. Il a dit on va évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il nous refait le coup de la revue générale des politiques publiques, ce que je comprends très bien, parce qu'un ministre des Finances est dans son rôle. Et il a dit, on évalue, si c'est efficace, on garde ses dépenses. Exactement. Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est efficace? Écoutez, moi je ne suis pas au ministère du Travail, donc je ne peux pas juger. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'ancien dirigeant associatif, c'est un réseau qui fonctionne, c'est un réseau qui se déploie à l'échelle des territoires. Après, voilà, réouvrons le débat. Je ne veux pas parler à la place de la ministre du Travail, je la laisserai répondre peut-être à cette question. Mais c'est quand même une initiative d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc vous pourriez avoir droit au chapitre dans ce débat, dans cette argumentation auprès du ministre des Finances. Peut-être qu'on pourra mettre la lumière sur l'action de Territoire zéro chômeur de longue durée, bien évidemment, sur ce qu'elle apporte, sur sa valeur ajoutée à l'échelle des territoires, et de réfléchir aussi à comment maintenir cette action, que ce soit par la puissance publique ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas à moi de le décider.
Je préfère laisser ça au ministre du Travail, dans sa politique publique du travail. Moi, mon objectif... Ministre du Travail qui a décidé de contracter les budgets affectés à Territoire Zéro Évidemment. Chômeur. Donc c'est évidemment pour ça qu'on en parle. Moi, mon job, encore une fois, c'est de permettre le développement de l'ESS en tant que grande famille, en tant que mode d'entreprendre sur tous les secteurs. Et les outils que je mène, s'ils peuvent profiter à Territoire Zéro Chômeur de longue durée, bien évidemment qu'on le fera. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous attacher à des expérimentations en particulier. Vous préférez avoir une vision holistique de l'économie sociale et solidaire dans votre action publique, en fait, c'est ça? J'ai pas envie de vous dire et en même temps, mais un petit peu quand même. Il ne s'agirait pas à un moment d'avoir le sacro-saint de la planification parce qu'elle est complètement à rebours de l'histoire de l'ESS, de sa construction, qui s'est construite sur une pluralité d'engagements, sur une pluralité de solutions. Donc il faut poursuivre l'expérimentation. Il faut poursuivre aussi le soutien à cette expérimentation. Et donc par exemple, en ce sens, les pôles territoriaux de coopération économique sont des dispositifs particulièrement efficaces. Et il faut réfléchir, comme vous le dites très bien, de façon holistique au soutien de l'ESS. Ça veut dire cibler les incohérences, peut-être dans la fiscalité, peut-être dans le financement, peut-être dans les statuts, pour lui donner tout son potentiel et tout son développement. Alors, une vision holistique sur l'économie sociale et solidaire, c'est prendre en compte l'ensemble de ces familles, les 5 familles de l'ESS, qui sont établies dans la loi de 2014 sur l'ESS, dont nous fêtons cette année les 10 ans. Parfaitement. Vous insistez souvent sur l'exigence que doit porter l'économie sociale et solidaire en termes de valeurs. Vous qui avez travaillé avec Christophe Itier, ancien haut-commissaire à l'ESS, aujourd'hui cofondateur du MOVES, le mouvement des entreprises sociales et solidaires, qui est dans une forme de radicalité, voire d'opposition à ESS France, qui, elle, rassemble toutes les familles de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous lui dites à Christophe Itier et à ses amis? Est-ce qu'il se trompe de combat avec le MOVES, ou est-ce que c'est lui, finalement, qui porte une parole plus exigeante que les autres sur l'économie sociale et solidaire? Alors, je pense qu'il ne faut taire aucune initiative. Je pense que le MOVES est un groupe d'entreprises sociales et solidaires qui se donne des exigences, qui veut repousser les limites de l'exigence sur l'économie sociale et solidaire, qui porte un militantisme, c'est important d'être militant dans l'ESS, qui porte un combat sur l'agrément ESUS, que je ne peux que rejoindre, puisqu'il faut renforcer cet agrément ESUS. En revanche, je ne partage pas le regard sur l'article 1 de la loi, sur l'ensemble des statuts, qui, je pense, font sens au regard de notre histoire, ces 5 grandes familles. Je pense qu'il ne faut pas créer des scissions dans l'économie sociale et solidaire. On a 10 ans d'institutionnalisation de l'ESS qui porte ses fruits. Parce qu'en fait, on utilise la définition française à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Et j'ai envie de vous dire un truc, ça nous permet de nourrir, et je ne le dirai jamais assez, un rapport de force avec le marché, avec l'économie conventionnelle. Et c'est ça l'objectif politique de l'ESS. Donc moi, je dirais toujours, allons vers plus d'unité de notre famille de l'ESS. Ne rentrons pas dans des querelles, encore moins dans des querelles de personnes. Il faut qu'on soit plus exigeant pour l'ESS, bien évidemment, mais il faut qu'on soit unis dans ce combat. Donc on continue de fédérer les associations, on va les citer, les 5 familles, bien sûr, les associations, fondations, les mutuelles, les coopératives, les entreprises sociales, bien évidemment qu'il faut les fédérer. Et encore une fois, ça nourrit un rapport de force avec le marché. Ce n'est pas des mots vains de dire ça, c'est parce qu'en fait, ça infuse l'économie conventionnelle et ça permet de la rendre plus juste et de la rendre plus résiliente. L'ESS est plus résiliente. On a tous les chiffres qui nous montrent que l'ESS a mieux résisté aux crises, qu'elle apporte des solutions toujours plus pérennes et opérationnelles pour les citoyens, par les citoyens, à des moments où des politiques publiques, en fait, sont en mal. Il faut qu'on arrive à faire front uni derrière l'ESS. C'est finalement la République du lien, l'ESS. Alors, vous avez parlé de cette République du lien au Forum national de Niort, fin janvier. Expliquez-nous un petit peu votre concept de cette République du lien. Bien sûr. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand on dit l'économie sociale et solidaire doit être politique, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, premièrement, elle doit être politique dans le sens donner toute sa potentialité aux politiques publiques parce qu'elle répond à des grands enjeux de transition écologique, sociale, économique, sociétale, par les citoyens et sur tous les secteurs d'activité, partout
dans les territoires. C'est donc, en ce sens, une économie politique. Et c'est aussi une économie politique parce qu'elle renforce la démocratie. Parce que, si vous voulez, je vais vous le dire en tant qu'ancien dirigeant associatif, l'économie sociale et solidaire, le fait associatif, c'est la main tendue à des personnes qui sont en rupture avec notre société. Et c'est en ça que l'ESS lutte contre le séparatisme. Pas le séparatisme dont on parle le plus souvent dans certains médias. C'est le séparatisme au fait de faire société. C'est ça le plus grand risque pour notre démocratie. Et l'ESS apporte des solutions parce que, justement, elle apporte des solutions proportionnées à des besoins précis, l'accès aux droits, le logement, l'accès au travail. Elle apporte aussi des solutions à des personnes qui n'ont plus envie de faire partie de cette société et qui finalement retrouvent le goût du faire ensemble, retrouvent le goût du lien. C'est ça la République du lien. Alors il se trouve qu'on a devant nous des échéances politiques importantes, les élections européennes au mois de juin. Les Français, manifestement, sont assez peu convaincus de l'apport de l'Europe en faveur de l'économie sociale et solidaire, notamment. Est-ce qu'il faut aller voter aux élections européennes ? Bien évidemment qu'il faut aller voter aux élections européennes. C'est un moment démocratique particulièrement important. L'Union européenne fait beaucoup. On voit qu'elle est au centre de beaucoup de préoccupations. On l'a vu avec la crise des agriculteurs. Et je pense aussi qu'il y a un élan de l'économie sociale et solidaire européen. On l'a vu il y a quelques mois. Cette recommandation au Conseil de l'Union européenne pour créer dans tous les États membres des stratégies nationales de l'économie sociale et solidaire, ça c'est une avancée majeure. Les 27 États membres vont, à échéance novembre 2025, proposer une feuille de route pour se projeter dans les années avec les acteurs de l'écosystème de l'ESS, avec les politiques publiques de l'ESS. Ça c'est fondamental. Donc il faut poursuivre cet élan, c'est pour ça qu'il faut voter, bien évidemment, pour assurer une représentation qui ressemble aux citoyens, parce que c'est la démocratie tout simplement. Et j'ai envie de vous dire, c'est particulièrement important pour l'ESS, les élections européennes, parce que s'il y a bien un moment, en 5 ans, où on parle des communs, c'est pendant les élections européennes. Vous regarderez dans les médias, on parle à un seul moment des communs, c'est pendant les élections européennes, parce que, bien évidemment, le développement du marché intérieur va de concours avec la libéralisation de certains services et que l'ESS apporte aussi une troisième voie à la libéralisation de ces services en partenariat avec les politiques publiques, avec les États membres. Elle le sait, les États membres le savent aussi et c'est pour ça qu'on lance aussi une grande stratégie là-dessus. Vous étiez à Liège il y a quelques jours pour un forum international dédié à l'économie sociale et solidaire. Pourquoi il était important ce forum de Liège et qu'est-ce qu'il apporte au niveau européen, à l'échelle européenne, à l'économie sociale et solidaire ? Alors il était particulièrement important puisque déjà il a réuni 23 États membres. Donc ça c'est quand même quelque chose. Il est particulièrement important, je vais vous dire, mais ça fait un petit moment quand même que je suis dans l'économie sociale et solidaire et donc j'ai vu l'évolution des débats à l'échelle européenne. Si vous voyez, il y a encore quelques années, on en était sur l'ESS, c'est promouvoir les modes d'entreprendre, c'est l'engagement. Et puis moi, je me souviens, pendant le Covid, Olivia Grégoire, qui réunit plusieurs ministres de l'ESS européen, beaucoup en visio, et en fait, elle avait du mal, et son cabinet avait du mal à identifier dans les autres gouvernements qui étaient en charge de l'ESS, parce que ça n'est pas nommé comme ça à l'étranger. Pas nommé comme ça, vous avez tout à fait raison. J'en sais quelque chose puisque j'étais aussi dans le cabinet d'Olivia Grégoire, comme vous l'avez rappelé. Et donc, je me rappelle très bien que les représentations de l'ESS étaient peut-être moins politiques il y a encore quelques années. Là, on se rend compte que c'est inscrit dans tous les gouvernements, quelles que soient les échelles, bien évidemment, mais c'est inscrit dans tous les gouvernements. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on a dépassé la position qui était un petit peu de candeur de soutien à l'ESS, promouvoir les modes d'entreprendre, faciliter son accès, etc. Et là, on arrive sur 25 propositions extrêmement concrètes. Et je vais vous dire même, on a réussi à aller sur des choses comme le règlement général d'exemption par catégorie, qui va refondre les aides d'État. Mais parmi 25 propositions concrètes, vous n'en avez pas une qui fait un peu plus envie, là ? J'avais envie de vous citer la plus technique. Et pourquoi ? Je vais vous dérouler le fil politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'Allemagne s'intéresse à ces sujets. Le secrétaire d'État Sven Giegold est venu me voir de nombreuses fois à Bercy pour comprendre l'écosystème de l'ESS français, pour lancer aussi des impulsions en Allemagne sur le sujet. Ils ont manifesté leur soutien
au comité de suivi de la déclaration du Luxembourg. C'est en gros un comité d'États membres particulièrement engagés sur l'ESS. Ils l'ont rejoint il y a quelques jours. Et en fait, ça, c'est particulièrement important parce qu'ils rejoignent ce comité en disant on acte que l'ESS est un mode de développement économique. Il faut lever ses freins. Donc, on va le considérer dans la politique économique. Et on va modifier les règles d'aide d'État. Ça, c'est un message extrêmement fort. Modifier les règles d'aide d'État, finalement, c'est accorder des dérogations à l'ESS pour permettre leur soutien par les collectivités territoriales, par l'État, pour assurer leur développement. C'est puissant, même si ça paraît technique. Et ça ne peut pas se faire sans l'accord de l'Allemagne au niveau européen. Ça ne peut pas se faire sans l'accord de l'Allemagne, ça ne peut pas se faire sans l'Espagne. Et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs États membres particulièrement engagés, reconnus pour leur politique économique, qui lancent des politiques incitatives de l'économie sociale et solidaire. On ne peut que s'en réjouir. Et d'ailleurs, peut-être de façon plus politique, on s'est tous dit que ce serait quand même pas mal qu'un commissaire européen puisse avoir l'ESS dans son portefeuille. Ce qu'avait Nicolas Schmitt, exactement, ancien Premier ministre du Luxembourg. Tout à fait. Est-ce qu'il va être reconduit dans ses fonctions, enfin, est-ce qu'il a des chances d'être reconduit dans ses fonctions à l'issue des élections européennes ? Alors, je crois qu'il est tête de liste pour le groupe européen du Parti socialiste, donc on verra ce que les élections diront. Alors, il y a une autre échéance électorale importante qui est un petit peu plus éloignée, c'est 2027. Oui. Alors 2027, Benoît Hamon, au forum de Niort, au forum national de l'ESS, nous disait fin janvier qu'il fallait se préparer à une victoire de Marine Le Pen. Et quand il disait ça, il ne le disait pas à vous et moi, il le disait à l'ensemble des responsables associatifs et des responsables de l'ESS qui étaient dans la salle. Alors si l'ESS est une économie politique, est-ce que, Maxime Baduel, est-ce que ces responsables doivent se préparer à une forme de résistance ou est-ce qu'ils doivent se positionner d'une façon particulière, selon vous ? Alors, je pense qu'il faut tout faire pour éviter cet échec, bien évidemment. Je pense que personne n'a envie de voir en 2017 le Rassemblement national briguer la présidence de la République. Moi, ce que je peux vous dire, c'est une réponse à l'échelle de l'économie sociale et solidaire. Comme on le disait, cette République du lien, elle est portée par des valeurs. L'ESS promeut des valeurs d'altruisme, d'égalité, de solidarité, qui ne me semblent pas être les valeurs promues par le Rassemblement national ou par cette forme d'extrémisme politique, on va dire, voilà, sans faire de gros jeux de mots. Bien sûr que les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent œuvrer pour aller chercher des citoyens qui n'ont plus envie de faire société, parce qu'en fait, on a besoin que ces personnes s'engagent pour avoir une démocratie renforcée, fortifiée. C'est ça le combat. Le RN, c'est l'anti-ESS ? C'est vous qui le dites. Je serais assez d'accord avec cette proposition, oui, je pense. Merci beaucoup, Maxime Baduel, d'être venu pour cette interview chez Mediatico et d'avoir visité d'ailleurs le tiers-lieu de Césure, où nous sommes hébergés. Vous avez visité d'ailleurs les locaux communs, la boutique Emmaüs. Merci pour votre venue, on est ravis de vous avoir reçu. Et bien sûr, on va suivre de près vos annonces dans les semaines qui viennent. Merci.